Bonjour, je suis Gilles McFly, le réalisateur de la docu-série À nos chers poilus. Premier épisode avec Isabelle et Padawan ou Padawan Isabelle. Isabelle nous raconte un peu comment elle a rencontré Padawan, comment elle l'a débourré, en fait toute son éducation au sol, son premier galop, toutes les écuries où elle a été avec Padawan. Bon, c'est toute la... Parce que Isabelle, c'est vraiment une cavalière expérimentée, donc elle connaît les chevaux. D'ailleurs, elle nous raconte un peu tous les chevaux, comment elle a commencé à faire de l'équitation, avec qui. Ensuite, les chevaux qu'elle a eus avant Padawan, les chevaux en fait qui l'ont quitté, qui sont revenus. Bon, c'est toute cette vie, c'est vraiment très très passionnant. Les chiens, venez, on va aller par là. Voilà, et là on se trouve au parc des Hauts-Fonds à Saint-Augustin pour vous faire cette présentation. Je suis avec les chiens. Ça, c'est les chiens qui sont en train de faire les cons. Ils aiment bien s'amuser comme ça. Donc j'en étais avec Padawan et Isabelle. Pour ce premier épisode, il y a 3 parties parce qu'il y a vraiment beaucoup de stock. Et puis voilà, donc c'est super intéressant. Et puis la vie n'est jamais un long fleuve tranquille, aussi bien pour les humains que pour les équidés. Vous verrez qu'avec Padawan non plus, c'est pas une vie tranquille. Il est arrivé plein de choses, il y a plein d'événements. Un départ, un retour, puis c'est même pas fini puisque au 3e épisode, vous verrez, il y a un coup de théâtre, vraiment un coup de théâtre super intéressant. Polka, viens. Polka, viens ici. On va aller par là, c'est mieux. Donc, je vous laisse découvrir cette première partie du premier épisode et puis bon visionnement. Cavalière et un cheval traversent une forêt cachée derrière des pins de toutes les couleurs pour surgir hors de la nuit au triple galop en finissant au trot puis au pas tranquillement. Ensuite gravissant une butte abrupte, ils effectuent un changement de direction impromptu pour ensuite sauter des troncs géants avant de s'engouffrer sur un sentier dont on ignore la fin et se fondre dans la nature authentique et sauvage avant de disparaître presque à jamais. Mais qui sont ce cheval et cette cavalière au caractère bien trempé? Vous le saurez bientôt, braves gens, en découvrant l'histoire pas croyable de Padou et Zaza, qui sont 2 êtres indomptables et incroyables. Découvrant l'histoire pas croyable de Padou et Zaza, qui sont 2 êtres indomptables et incroyables. Gilles McFly, comment t'es venue l'idée de réaliser un documentaire sur ces histoires d'équidés et d'humains? C'est du lourd, hein? Oui, c'est du très lourd. En fait, c'est en étant à l'écurie Gilles Martel, donc avec toi Isa et puis d'autres cavaliers, en apprenant à les connaître, surtout leur rencontre entre eux et leurs chevaux. J'ai constaté qu'il y avait des belles histoires de rencontres, d'union entre ces cavaliers et ces chevaux.
Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce documentaire à nos chers poilus pour raconter ces histoires. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Pourquoi avoir choisi ces histoires de couples cavaliers et pas d'autres? Qu'ont-ils de si particulier? Ce qu'ils ont particulier, c'est bon, d'abord le contexte. À l'écurie Gilles Martel, en fait, c'est la première fois qu'on a vraiment des amis cavaliers, alors que dans les autres écuries qu'on fréquentait avant, que ce soit sur la rive sud ou du côté de la Montérégie ou en Estrie, dans les écuries on avait nos chevaux, en fait, il n'y avait pas de contact avec les autres cavaliers, ou très très peu. Tandis qu'ici, chez Gilles Martel, il y a vraiment une belle, comment dire, oui, c'est de l'amitié par rapport aux chevaux, aux cavaliers. Et en faisant donc, soit en discutant avec eux, soit surtout les cavaliers et les chevaux qui sont dans ce documentaire, en discutant avec eux à cheval, en randonnée ou simplement à l'écurie, en fait j'ai vu qu'il y avait vraiment de quoi faire du matériel pour ce documentaire. Et c'est ça qui m'intéresse. Combien de temps prévois-tu pour filmer? Comment? Où? Tout seul ou avec de l'aide? Et quel est le scénario? Alors, j'ai prévu de filmer à peu près sur 1 an. Là, j'ai commencé donc au mois de mai, donc à filmer des plans à l'écurie, à cheval, caméra sur pied. Et donc, je vais filmer en fait tous les cavaliers, soit en randonnée avec une caméra portative, soit je vais les filmer sur pied dans les sentiers pour avoir d'autres points de vue. Et surtout, je vais filmer à toutes les saisons de l'année. Donc là, bientôt, ça va être l'automne, donc les feuilles vont tomber, ça va changer complètement le paysage. Je vais filmer cet hiver et les derniers plans seront tournés donc au printemps l'année prochaine, quand les arbres seront nus et que le printemps approchera. Voilà. Avec de l'aide, quel est le scénario? En fait, avec de l'aide, je fais tout seul, mais l'aide, ça va venir des autres cavaliers qui vont me donner du matériel, des photos donc avec leurs chevaux, des petites vidéos qui sont prises sur, comme ça s'appelle, pendant qu'on filme avec les téléphones portables. Donc c'est ça l'aide qui est précieuse. Puis aussi les autres intervenants là comme Solène Wagner, la pareuse, qui a accepté de participer au documentaire. Donc ça, c'est sûr que je ne peux pas le faire tout seul. Il faut qu'il y ait toute une communauté d'entraide autour de moi pour réaliser ce documentaire, parce que c'est quand même assez gros au niveau production, au niveau tournage, au niveau planification. Et puis, c'était quoi la dernière question? Le scénario. Le scénario, le film va se dérouler en 5 parties, avec à chaque fois, ça va commencer en fait avec le couple, le nom du cheval et du cavalier, ensuite avec des plans séquences sur les chevaux, et ensuite l'entrevue avec les cavaliers. Et quand je vais faire le montage, en fait à chaque fois qu'ils vont répondre à une question par rapport à leur cheval, on verra l'image qui correspond. Comme par exemple avec Padawan, en fait on le voit quand il arrive la première fois en novembre 2011 à l'écurie. On le voit quand par exemple Isabelle parle qu'elle le promenait en main dans la forêt. On voit les séquences où on la promène en main. Donc pour tous les autres cavaliers, ça va être ça.
J'ai un gros problème existentiel parce que je ne sais pas quel couvre-chef mettre pour l'entrevue à la fois d'Isabelle et de Valérie. Alors, j'ai le choix avec ce magnifique tricorne, n'est-ce pas? Qui est pas mal, n'est-ce pas? Vous voyez là, ça va bien comme ça. Ensuite, j'ai le choix avec un chapeau, donc on va mettre les autres à terre, on va s'emmerder. Avec celui-là, on va l'arranger un peu. Pas mal aussi celui-là. Bien. Le voici. Voilà, celui-là il est pas mal aussi. Et enfin, j'ai le choix avec ce chapeau aussi. En fait, disais-je, vous aurez la réponse tout à l'heure en regardant l'entrevue des deux personnes susdites. Isabelle, d'abord merci de répondre à mes questions et de participer à ce documentaire. Isa, raconte-moi ton histoire avec Padawan. Comment vous vous êtes rencontrés, depuis combien de temps et dans quelles circonstances? Et pourquoi vous avez eu un coup de cœur mutuel? Et en sous-question, ne serait-ce pas lui qui t'a choisi plus tôt? Alors, je connais Padawan depuis ses 18 mois. Je voulais avoir un cheval poulain pour pouvoir l'éduquer depuis son plus jeune âge et construire une relation de confiance comme ça dès le début. Donc, j'avais tout simplement vu une annonce de vente de poulain et puis sur la photo, il m'a bien plu. À cause de son œil bleu, parce qu'il a un œil bleu, un œil brun, et je trouvais qu'il avait un côté flash. Donc on est allé le voir dans les Laurentides. Au départ on vivait sur la rive sud de Montréal, donc ça faisait quand même une bonne heure de route pour aller le voir. Et puis là on est arrivé dans l'écurie, on l'a vu dans l'écurie. Et puis déjà de le voir comme ça, il était sur les chaînes, tout de suite on s'est dit c'est lui, c'est bon quoi, le coup de cœur instantané. Ensuite on est allé le voir au pré avec sa mère. Sa mère elle s'appelle Stormy, c'est une pente blanche avec une tache brune sur le nez. Exactement l'inverse de Padawan qui lui est alezan avec une tache blanche sur le nez. Elle a les yeux bleus, lui un œil bleu, un œil brun parce qu'un œil bleu de sa mère et un œil brun de son père. Et puis on a craqué tout de suite, donc c'était sûr que ça allait être Padawan. Et puis ensuite ça a été juste le temps d'une semaine, le temps d'organiser le transport et tout, et puis d'être arrivé dans notre vie très très rapidement dès ses 18 mois. Donc je sais pas si c'est lui ou nous qui l'avons choisi, mais ça a été un choix mutuel. Bon, on est d'accord, Isa. Padou, il est spécial dans ta vie. Hein. Pourquoi il est si particulier et unique? Il n'est pas revenu par hasard, il n'y a pas si longtemps. Hein. Padawan est unique parce que c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de débourrer un poulain. Il avait 18 mois et il avait été manipulé par l'humain, il savait donner les pieds, il acceptait d'être brossé, d'être promené en laisse.
Mais pour ce qui est d'être débourré, c'était vraiment un terrain en friche, hein. Donc il est arrivé dans notre vie, il avait 18 mois. Et pendant les 6 premiers mois, tout ce que j'ai fait, ça a été de le promener, comme un gros chien, de le promener en forêt. Comme il est arrivé au mois d'octobre, il n'y avait pas encore de neige, donc c'était parfait pour commencer à le promener, faire des grandes balades. Donc il allait partout, sans problème. Et puis quand on regarde la taille qu'il faisait à l'époque, il m'arrivait en dessous des épaules, donc il était vraiment petit. Il a eu le temps de grandir comme ça progressivement. Et puis pendant 6 mois, ça a été juste ça, le promener, comme un gros chien. D'ailleurs, on l'emmenait avec notre chienne de l'époque, Oriane, et puis avec notre petit chien Chewbacca, qui était tout jeune. Là, ils avaient à peu près le même âge tous les deux. Et donc ça a été juste ça, le promener tranquillement comme un gros chien, le temps de s'habituer. Après la neige est venue, donc il y a eu moins de promenades parce que c'était plus difficile à pied. Mais là, commencer à le longer en liberté dans le manège, sous la neige. Et puis arrivé au printemps, l'idée ça a été de commencer, pas le monter tout de suite, mais déjà l'habituer à être longé, l'habituer à avoir une selle sur le dos. Puis c'est là que mon fils Siran, qui était cavalier professionnel, m'a aidé. L'idée c'était d'arriver à le longer en liberté, mais aussi de le longer avec une longe. Donc ça c'est ce que j'ai fait pendant un petit bout de temps. Et puis à un moment donné, on lui a mis une selle sur le dos, et puis Siran l'a habitué à avoir le poids d'un humain déjà tiré. Déjà tirer un peu sur l'étrier d'un côté, l'étrier gauche, tirer un peu sur l'étrier droit, se coucher sur son dos. Donc c'est Siran qui m'a aidé à le faire. Bon, comme il n'habitait pas avec nous, après il est reparti, il devait vivre en Alberta à l'époque je crois. Donc j'ai continué de le longer toute seule. Après j'ai fait venir une entraîneur qui m'a aidé à le débourrer. À peu près vers ses 2 ans et demi. Là, l'idée c'était de lui mettre une selle sur le dos et d'arriver à embarquer dessus à un moment donné. Donc ça a été fait, il avait à peu près 2 ans et demi, hein, de monter, lui mettre une selle sur le dos. Puis le jour où c'est venu, où j'ai monté dessus pour la première fois, vraiment il n'a pas bougé. Donc je l'avais habitué à tourner la tête vers moi, puis il a gardé cette idée, cette habitude-là. Souvent il va tourner la tête sur le côté. Et donc j'ai tourné la tête de mon côté, à gauche, et puis là j'ai embarqué, je suis montée dessus, on a fait 2-3 pas au pas, et puis c'était tout. Donc ça a été ça. Puis à partir de là, ça a été très rapide. Il a fallu lui faire comprendre la pression des jambes pour avancer. Au début, il ne comprenait pas. Donc, on l'a mis derrière Kyo, mon autre jument, et il la suivait.
Même, je me souviens qu'un jour, l'ancien propriétaire de Kyo était venu, et puis il montait Kyo, il avait même monté à Cru, pour donner une idée. Puis on avait attaché Padawan en longe derrière Kyo, en faisant ce qu'on appelle du ponying, donc un cavalier qui entraîne un autre cheval. Et puis comme ça, il a compris qu'il fallait qu'il suive Kyo. Hein. Ensuite, on a continué comme ça, tranquillement. Et puis, arrivé à peu près, après 3 semaines, 1 mois, il a commencé à sortir, suivre d'autres chevaux en promenade, juste au pas, tranquillement. Et puis on en est venu après au pas, au trot, au galop, ça a été super rapide. Donc à 2 ans et demi, il était monté et puis débourré aux 3 allures. Maintenant avec le recul, je trouve que c'était trop tôt parce que j'avais pas encore l'expérience. L'entraîneur que j'avais vu m'avait dit oh, à 2 ans il peut être monté sans problème. À refaire, j'aurais attendu 3 ans, 3 ans et demi. Mais bon, bah ça a été fait. Puis de toute façon, il n'était pas monté longtemps. Il était monté peut-être 30 minutes à chaque fois, pas plus quoi. Et puis, bah, à partir de là, et c'était un super cheval, capable d'aller partout en randonnée, aux 3 allures, bien écouté. Et puis longer en liberté, c'est-à-dire que je l'ai habitué à être longé, qu'il écoute à la voix. Quand je lui dis d'aller au pas, je lui dis le pas. Quand je lui dis d'aller au trot, je lui dis trot. Et puis je fais un petit claquement de langue comme ça. Et puis pour galoper, je lui dis canter. Et puis avec des petits bruits comme des petits becs. Voilà. Et puis ce qui fait que maintenant quand je le monte, j'ai même pas besoin d'action de jambes ou de même la voix. Je le monte au pas, je lui fais et il part au trot direct. Au pas, je lui fais les petits bruits. Il part au galop direct, donc il est habitué direct, j'ai même pas besoin d'action de jambes et encore moins d'action de main parce que je le monte quasiment reine longue ou tout au moins reine mi-longue tout le temps. Et puis l'idée qu'il soit revenu dans notre vie, c'est tout simplement qu'à un moment donné, bah, disons que quand on l'a eu, on habitait sur la rive sud de Montréal. Après, on a vécu en Estrie, dans une maison écurie qui était vraiment le rêve pour les chevaux, où on avait donc Kyo, mon autre jument, et puis Padawan. On faisait des randonnées, c'était parfait. Il vivait dehors tout le temps, sauf l'hiver où il rentrait au box pour la nuit parce que on avait quand même des hivers à -30, donc c'était quand même plus confortable pour lui de dormir dedans. Mais à part ça, il vivait tout le temps en extérieur. Et puis par la suite, pour des raisons...
des raisons professionnelles, on s'est rapproché de Québec. Et puis là, c'était difficile de garder les chevaux. Ce qui fait que, à mon grand regret, on s'est séparés de nos chevaux, d'abord de Kyo, que j'ai donné à une amie, une jeune fille qui la connaissait et puis qui s'en est très bien occupée par la suite. Et puis on a gardé Padawan un petit moment, mais d'une part, moi j'avais fait une chute avec lui, ce qui ne m'était jamais arrivé, et il est tombé, au petit galop il est tombé, et puis moi aussi forcément, parce qu'on est tombés tous les deux, et je me suis fait une blessure à l'épaule qui fait que pendant un an je pouvais même pas mettre une selle sur le dos, rien, c'était très difficile pour moi de m'en occuper. Et puis en parallèle, je commençais ma nouvelle activité d'enseignement d'enseignement des arts sur Québec. Donc il y avait beaucoup de choses qui arrivaient au même moment. Fait que je pouvais pas m'en occuper aussi bien que par le passé. Alors j'ai pris la décision de m'en séparer et de vendre Padawan. Ça c'était en 2018. Après j'ai plus eu de nouvelles. J'avais demandé à la personne qui l'a racheté de nous prévenir si elle voulait s'en séparer ou je ne sais quoi. Mais en fin de compte, je pense d'après déduction qu'elle a dû le revendre même pas un an après. Puis il a fait facilement 3 propriétaires. Il est allé une fois du côté de Trois-Rivières. Après, on sait pas trop. Ensuite, il est allé vers la Malbaie. Puis c'est derrière une personne qui l'a récupéré, en fin de compte, l'a racheté. Et il s'est trouvé que pendant 4 ans, il vivait tout près de nous, je le savais même pas. Et elle avait 2 chevaux. Elle avait Figaro et puis lui, Padawan, qui avait perdu toute son histoire. Il avait perdu son nom, elle l'avait appelé Bud. Mais elle savait pas quel âge il avait, où il était né, quoi que ce soit. Elle avait aucun indice sur son histoire. Et comme elle avait 2 chevaux à s'occuper, elle a décidé de s'en séparer. Et pas à n'importe quel prix, c'est-à-dire qu'elle l'aurait donné à une personne de confiance, vraiment. Puis moi, je l'ai reconnu sur une vidéo, c'était impossible de le manquer. Je le cherchais pas. Je pensais qu'il était sorti de nos vies et puis c'est tout. Et je l'ai reconnu sur une vidéo, je m'y suis repris à 3 fois, je me suis dit c'est pas possible, un cheval qui tourne la tête du côté gauche comme ça, en plus avec un œil bleu, il n'y en a pas 2 au monde comme lui, donc je l'ai reconnu. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon fils Siran, qui m'avait aidé à le débourrer, qui était cavalier professionnel, a été très malade, il a eu un cancer du cerveau. Pendant 2 ans, il était très très malade et puis il est décédé en mai 2023. Et à un moment donné, il m'avait dit tu devrais essayer de retrouver Padawan. Parce qu'il savait que je voulais trouver un autre cheval, je voulais refaire une vie avec un autre cheval. Et puis donc il m'avait dit ça, mais je sais pas du tout comment on va pouvoir le retrouver, j'ai perdu sa trace, rien. Donc entre-temps, on a acheté une petite jument, Lisbeth, qui ressemble beaucoup à Padawan. Pareil, je l'ai eu à 2 ans, et puis j'ai fait tout un travail d'éducation au sol avec elle. Donc au moment où j'ai vu Padawan en vidéo, on avait Lisbeth. Donc je pensais pas du tout que Padawan allait retourner dans nos vies. Puis finalement, ça s'est fait très très rapidement. À savoir que en 1 semaine, j'avais trouvé une personne qui cherchait une jument exactement comme Lisbeth, pareil. Parce que Lisbeth, faut savoir qu'elle aime pas du tout les randonnées, mais elle est parfaite en manège. Et Padawan, c'est l'inverse. En manège, ça va, mais c'est pas son truc. Il préfère les randonnées. Lui, c'est un vrai cheval tout-terrain. Donc, en fin de compte, en 1 semaine, Lisbeth est allée dans sa nouvelle maison où elle est très heureuse depuis. Ça correspond exactement à ce qu'elle veut faire. Lisbeth, tout comme sa nouvelle propriétaire. Et Padawan, 1 semaine plus tard, il était à nouveau dans nos vies.
Et Padawan, il n'avait pas été monté depuis 1 an parce que il a un caractère de cochon, à savoir s'il a décidé que il irait à gauche et que nous on veut aller à droite, il n'y a rien à faire, il va aller à gauche. Puis il est très très fort. Donc on peut tirer sur les rênes tant qu'on veut, il va jamais aller à droite s'il a décidé d'aller à gauche. Donc son ancienne propriétaire était un petit peu tannée de ce trait de caractère, surtout qu'elle avait 2 chevaux à s'occuper. Et puis moi tout ce que j'ai fait au début, comme je le connais par cœur, ça a été tout simplement de faire des balades au pas. Même avant ça, on a commencé par faire un peu d'entraînement sur des barres au sol en carrière. Juste passer des barres au sol, faire des petits slaloms avec des plots. Juste retrouver de la mobilité parce que il avait le dos creux et puis ça se voyait qu'il n'était pas assez musclé. Et il avait du poids à perdre aussi. Donc au début, ça a été juste ça. Tout comme la première fois qu'il est arrivé dans notre vie, il est arrivé en octobre. Fin octobre, et donc il n'y avait pas encore de neige, c'était une chance, ce qui fait que j'ai commencé à lui faire des balades au pas, mais juste du pas, pendant 1 heure, tranquillement, monter, descendre, après des balades de plus en plus longues, jusqu'à faire des balades de 1h30, 2 heures, mais que du pas. J'ai pas commencé à le faire trotter avant au moins 3 semaines. Ensuite, les premières neiges sont arrivées et puis là, j'ai commencé à lui faire des balades au pas, au trot. Je fais très rarement galoper. On a attendu qu'il y ait une bonne couche de neige bien tassée, que ce soit un terrain bien pour le faire galoper un petit peu. Et puis, ce qui fait qu'après arriver au printemps, il était capable d'aller aux 3 allures, tranquille. Je me suis rendu compte que c'était un cheval qui avait vraiment peur de rien. Le fait qu'il tourne à gauche quand nous on veut tourner à droite, pas de problème, parce que s'il a un caractère de cochon, moi aussi. Donc, je veux dire, j'y vais pas en force, ça sert à rien. De toute manière, c'est lui le plus fort. Hein. Donc, juste avec la voix. Action de reine, c'est dans le sens où s'il veut tourner, moi je vais lui faire tourner dans l'autre sens et puis dernière minute céder, puis il avance, voilà. Et puis ce qui fait que petit à petit on est arrivé au printemps où j'avais récupéré un cheval capable d'aller aux 3 allures, tranquille, sans s'énerver, peur de rien. Quand il y avait des motoneiges en hiver, ça ne le dérangeait pas plus que ça. Une fois, on a croisé la déneigeuse, la surfaceuse même sur le sentier. Il n'a pas bougé, tranquille. La seule chose qui lui a fait peur une fois, c'est qu'on était avec Valérie et Magic, on est tombé sur un groupe de chiens de traîneau à l'entraînement. Donc, on a compté les chiens, il y avait 12 chiens. Ça, il n'avait jamais vu ça. Là, il a eu peur. Mais bon, après, ça a été. Puis une autre fois, au printemps, là, donc il n'y avait plus de neige forcément, on est tombé sur une trottinette électrique. Là aussi, il avait eu peur parce qu'il n'avait jamais vu ça. Le truc, c'est que quand on découvre quelque chose qu'il n'a jamais vu, qu'il ne connaît pas, là, il va avoir peur, il peut se mettre debout, reculer. Mais après, quand il a compris qu'il n'y a pas de danger, il y va, donc tranquille, quoi. Donc voilà, j'ai retrouvé un Padawan en pleine forme, encore mieux qu'avant parce qu'il m'écoute à la voix. Il a la maturité, puisque maintenant il a 14 ans, donc c'est un cheval adulte, musclé. Il a perdu du poids parce que il était à 1300 livres, soit environ 600 kilos quand on l'a eu. Et il est redescendu, aux dernières nouvelles, au printemps, il pesait 1265 livres, donc à peu près 580 kilos. Alors je ne sais pas où il en est maintenant, on verra sa prochaine visite vétérinaire. Mais il a peut-être encore, si ce n'est perdu du poids, tout au moins gagné en muscles. Et c'est ça le plus important. Et puis à peu près au mois de juin, lui ai fait sauter des barres en liberté, donc il a sauté sans problème. Et puis là, récemment, fin juillet, je l'ai fait sauter, donc
moi à cheval j'ai fait sauter. Et ça s'est bien passé, mais on n'a pas sauté des gros obstacles, hein. On a sauté genre un pied. Et puis je sais même pas s'il serait capable de sauter 2 pieds, parce qu'avec sa morphologie, il est quand même assez trapu, assez lourd. Donc, je sais pas ce que ça donnerait. Mais en tout cas, il est capable de sauter un pied. Puis peut-être que je vais essayer de le faire sauter un petit tronc d'arbre en liberté, mais pas plus que ça. Mais maintenant, bah, il va partout. Puis en toute confiance, en ce moment, on fait des randos de 10 à 14 km en moyenne. Et puis aucun problème, il va partout. Ah, puis aussi, je l'ai fait aller en randonnée de nuit en hiver. On a fait des randonnées à la pleine lune, parce que avec la lune qui éclaire les sentiers, là, c'est parfait. Donc voilà. Et puis je vais peut-être y aller un de ces jours en été. La seule chose qui me fait hésiter, c'est les mouches, parce que j'ai repéré un champ où il paraît qu'il y a beaucoup de chevreuils le soir. Donc j'aimerais bien aller faire des photos des chevreuils vers 6 heures du soir, s'il n'y a pas trop de mouches, c'est la seule chose qui m'inquiète. Mais voilà, puis chaque fois qu'on fait des balades, bah, on voit des chevreuils, des animaux, on a vu une moufette, on a vu un castor. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Une fois, je pense que j'ai vu un lynx, parce que c'était vraiment la morphologie du lynx, mais un peu loin. On n'a pas vu la tête, mais le corps. Et puis encore hier, on a vu 5 chevreuils. Un chevreuil qui était dans le champ juste derrière les chevaux. Après, un chevreuil qui a traversé rapidement quand on était au petit galop. Donc, et puis une biche avec ses 2 jumeaux, 2 petits bambis jumeaux qui étaient en plein milieu du chemin. Donc on fait des découvertes vraiment impressionnantes. Tu as eu d'autres chevaux avant que Padawan, et puis tu as dû monter des chevaux de propriétaire aussi. Oui, donc j'ai commencé à monter à cheval, j'avais j'avais 13 ans et demi, quoi, 14 ans à peu près. Puis donc j'ai pris des cours, mais mon père était cavalier, il montait à cheval déjà. Alors très rapidement, il m'a emmené en extérieur avec lui, c'est pour ça que j'aime autant l'équitation d'extérieur. Donc ça faisait 3 semaines que je commençais à prendre des cours. Et là, il m'a emmené directement en extérieur. Donc j'ai monté des chevaux de club. J'ai mis mes 2 enfants plus âgés à cheval dès l'âge de 6 ans. Et mon fils Cyran était cavalier professionnel. Il est malheureusement décédé en mai 2023. Donc mon père a eu plusieurs chevaux successifs. Le premier que j'ai pas connu ou très peu parce que j'étais toute petite, il s'appelait Loustic. Donc à l'époque je montais pas encore. D'ailleurs pour la petite histoire, il est allé monter Loustic au château de Versailles autour du bassin où actuellement on a les Jeux Olympiques d'équitation. Donc c'est assez amusant quand on y pense. Mais bon là ça remonte à loin. Après il a eu Paliéter. Paliéter c'était un pur sang réformé des courses. Lui je ne l'ai jamais monté parce que comme j'étais débutante à l'époque et qu'il était quand même assez fort comme cheval, j'ai pas eu l'occasion de le monter. Il a eu Camembert. Camembert c'était un cheval qui était réformé du saut d'obstacle. Il avait fait des concours de saut d'obstacle à haut niveau. Et avec Camembert, là à l'époque, j'avais un petit peu plus d'expérience. Une fois, je l'ai fait sauter à 1m40. Donc c'est le plus haut obstacle que j'ai jamais sauté de mon existence. Donc je devais avoir, je sais pas, 17-18 ans. Et là, c'était vraiment, j'ai eu l'impression de m'envoler là quand j'ai sauté avec Camembert. Mais Camembert, il s'ennuyait en balade, donc mon cheval a encore changé de mon père
pas mon cheval a changé de père. Mon père a changé de cheval. Il a changé plusieurs fois de chevaux jusqu'à ce qu'il trouve vraiment le cheval qui lui correspondait pour faire de la balade. Il a eu Émir, qui était un pur sang arabe, mais qui avait un grain de folie dans la tête. Et puis il a fini avec Jackson. Et Jackson, là, je le montais régulièrement. Donc des fois, quand il n'allait pas monter, moi je sortais Jackson en balade. C'était un bon cheval de saut d'obstacle. Donc c'était de saut d'obstacle et de randonnée. Donc il était parfait. Je ne sais plus quelle race il était. Je pense que c'était un pur sang français, certainement. Et puis, bon, par la suite, j'ai monté dans des centres équestres. Et puis, vraiment, le premier cheval qui a été important pour moi après, parce que je montais des chevaux de propriétaire, c'était Daguet, qui était un trotteur français. Il était très grand, il faisait 1,80 m au garrot. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'habitais dans la région parisienne, à Verneuil-sur-Seine, banlieue ouest de Paris. Et son propriétaire, c'était un homme d'affaires qui n'avait pas le temps de monter en semaine, qui montait que les samedis dimanches. J'avais rencontré par l'intermédiaire du vétérinaire où j'avais mon chien. Donc, j'ai eu l'occasion de monter Daguet, puis je le montais très souvent. Des fois, j'allais le monter à 7 h du matin, à la fraîche. Et puis, c'était un cheval qui était assez difficile, très fort. Il avait un défaut, c'est qu'il se mettait debout puis il reculait. Et puis, son propriétaire le montait avec un enraînement. Voilà, il lui avait mis une martingale, ce qui fait qu'il ne pouvait pas lever la tête comme ça. Voilà, la première chose que j'ai fait, c'était de lui enlever la martingale et de le monter avec le cou en liberté. Sachant que le gars qui le montait, lui, il était très grand, il faisait près de 2 mètres, il était beaucoup plus fort que moi. Donc moi, monter Daguet derrière, je ne pouvais pas le monter en force, c'était pas possible. Donc j'ai lâché l'enraînement et puis je l'ai récupéré comme ça en 1 an. Je veux dire, il n'arrivait pas à galoper, c'était un trotteur. En 1 an, moi c'était bon, je le montais quasiment rêne longue. Et puis sans enraînement, on allait vraiment partout, quoi. Donc ça c'était vraiment super agréable. J'ai eu l'occasion de monter un autre cheval aussi qui s'appelait Arlequin. Arlequin, il aimait sauter. Donc avec le même groupe de propriétaires privés, d'une petite écurie privée. Et puis Arlequin, je faisais sauter des fois des obstacles en liberté. On a sauté à peu près 1 m, 1,10 m ensemble avec Arlequin. Et puis quoi d'autre, il y avait Maggie. Maggie, c'était une pur sang anglais qui était complètement faux-folle. Et puis pareil, moi, à partir du moment où je monte un cheval, j'y vais avec le plus de liberté possible, le plus d'aisance possible. Donc Maggie, je me souviens de l'avoir montée accrue et d'avoir sauté des petits obstacles accrus avec elle. Voilà. Mais bon, ça c'était l'époque où j'étais encore jeune et folle. Je me suis un petit peu calmée après. Bon, quand on est arrivé au Québec, j'ai eu Canuck. Canuck, c'était un cheval appendix et qui connaissait que le grand galop ou l'arrêt. Mais il connaissait pas les allures intermédiaires, le petit trot, le petit galop, on oublie ça. Donc tout le temps que j'ai fait, ça a été de le rééduquer, d'arriver à le faire galoper tranquillement, trotter tranquillement, je l'ai fait sauter aussi. Mais régulièrement, il avait des coups de folie qu'il reprenait et j'ai fait plusieurs chutes avec. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis découragée, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc j'ai même pas vendu, j'ai donné. Parce que moi, si je suis amenée à me séparer d'un cheval, c'est pas, je ne vais pas le vendre pour essayer de me faire de l'argent. Je vais essayer de trouver la meilleure personne possible pour lui. Donc je l'ai donné, puis la personne qui l'a récupéré l'a fait entraîner avec un entraîneur et puis l'a monté style western. Moi je montais classique avec une selle classique et
Je sais qu'après, il a eu une belle vie, donc c'était parfait. Puis ensuite, j'avais quand même l'idée d'avoir un cheval, ce qui fait que je voulais un cheval poulain pour le démarrer. C'est pour ça qu'on a eu Padawan. Et puis après, il y a eu Kyo. Donc c'était Padawan et puis Kyo en même temps. Kyo, je l'ai connue petite, j'ai connue à l'âge de 4 ans, alors qu'elle était en cours de débourrage. Kyo, c'était une standard bred, donc ambleuse, ce qui fait que son allure naturelle au trot, c'est l'amble, que je trouve personnellement hyper confortable au trot assis, parce qu'elle avance comme un chameau comme ça. C'est assez rigolo. Et Kyo, je l'ai récupéré à 8 ans. Et puis ça a été toute une aventure aussi parce qu'elle ne savait pas galoper. Donc je me suis rappelé de ce que j'avais fait avec Daguet, qui était un trotteur aussi. Sauf que c'est pas du tout la même morphologie. Daguet, c'est un grand cheval, très musclé, très fort. Musclé, très fort. Le type même du cheval de chasse à courre, on pourrait dire. Tandis que Kyo, standard bred, elle a coursé une fois à l'hippodrome de Montréal, à l'époque où c'était encore ouvert. Mais juste une fois parce que elle avait un défaut, elle tirait la langue comme ça, tout le temps. Et c'est rédhibitoire en course. Alors je sais qu'il y a la possibilité, il m'avait dit son ancien propriétaire, si tu veux pas qu'elle tire la langue, il faut lui mettre un bas en nylon sur la langue. J'avais pas envie de faire un truc pareil moi, donc ce que j'ai fait à un moment donné, je lui ai trouvé une bride sans mort, et à partir du moment où elle a été montée en bride sans mort, elle tirait plus la langue du tout. Donc là encore, c'était toute une éducation, de lui apprendre à galoper. Elle était capable de galoper en ligne droite seulement. J'ai essayé de la faire galoper en manège, même dans un grand manège. Mais impossible, elle était incapable de galoper à partir du moment où il y avait des cercles. Elle savait galoper que en ligne droite. Mais sinon, on s'amusait des fois à faire des petits galops, même assez rapides, mais sur des lignes droites. Voilà. Mais Kyo, c'était vraiment... disons qu'au départ, j'avais plus le feeling avec Kyo qu'avec Padawan. Parce que on était vraiment comme deux âmes sœurs toutes les deux. Alors que Padawan, lui, c'est un bon gros, donc il fait sa vie, tranquille, si je suis pas là, c'est pas grave. Bon, c'est sûr que quand on va au pré chercher Padawan, il arrive tout de suite quand on l'appelle. Mais Kyo aussi, Kyo, elle arrivait directement sur moi, et puis j'avais une connexion très très forte avec elle, encore plus forte qu'avec Padawan. Mais Kyo, elle était plus âgée, et puis elle avait un problème à un œil, elle voyait mal d'un œil, donc moi je lui mettais tout le temps un masque à mouche en été, tout le temps. Et je savais qu'à un moment donné, il faudrait qu'elle soit retraitée. C'était pas une jument qu'on allait garder pour monter, tout ça. Donc j'ai trouvé une petite jeune fille, Mia, qui super bien occupée. Kyo est allée vivre dans une écurie avec d'autres juments, des juments belges. Hein. Donc elle était toujours avec les juments belges là. Elle était toute petite avec. Au début, elle était un petit peu inquiète parce que je sais que la première fois, elle s'est retrouvée au pré avec les grosses juments, elle tout petite, on aurait dit un poney à côté. Donc elle était de taille normale, quoi, un peu comme Magic, même morphologie. Mais à côté des Belges, là, elle était, on aurait dit une petite ponette. Et donc elle se faisait courser par les juments belges et tout. Mais finalement, elle s'est habituée. Et puis elle était dans un grand box pour la nuit, avec une ponette. Elles étaient toutes les deux ensemble, la ponette et puis Kyo dormait ensemble. Donc je sais qu'après elle a eu une belle vie avec Mia qui s'en est bien occupée. C'était un gros défi pour Mia aussi parce que Mia devait avoir 15 ans quand elle l'a eu. C'est la première fois qu'elle avait une jument à elle. Donc elle a appris à la longer, à la faire galoper, elle l'a fait sauter un petit peu.
mais elle l'a pas monté autant que moi parce que son problème à l'œil s'est aggravé. Elle est devenue aveugle d'un œil. Et puis à la fin, même aveugle d'un œil, elle arrivait toujours à la longer, à la monter. C'était vraiment une relation qui s'était développée entre elles deux, tout comme avec moi. Et à la fin, elle était aveugle des deux yeux. Et puis il aurait fallu vraiment lui accorder de l'attention tout le temps, être tout le temps avec elle pour la guider. Et Mia a pris la décision de la laisser aller au paradis des chevaux. Peut-être qu'elle aurait pu vivre encore quelques années, mais il faut reconnaître que c'est pas facile de s'occuper d'un cheval. De s'occuper d'un cheval totalement aveugle. Et donc elle a pris la décision de la faire aller au paradis des chevaux. Elle avait 19 ans. Mais je pense que c'était une sage décision. Donc voilà. J'ai pas eu d'autres chevaux. Si, il y a eu Lisbeth. Ah bah oui, il y a eu Lisbeth. Et Élisée aussi. Il y a eu Lisbeth et puis il y a eu Élisée. Élisée, c'était mon rêve d'avoir un cheval canadien. Donc Élisée, je l'ai eu à 2 ans. J'ai fait exactement le même programme d'éducation qu'avec Padawan, l'emmener en main partout. Je veux dire, on l'emmenait avec un licol éthologique, donc pas de pression. Donc elle était vraiment habituée à être longée en liberté, puis longée aussi avec une longe. Donc elle était parfaite pour ça. Et puis arrivé à ses 3 ans, j'ai commencé à lui mettre une selle sur le dos, donc là ça a été. Mon objectif c'était d'arriver à la monter pour ses 3 ans et demi, 4 ans. Et puis je me suis trouvée face à un mur, j'ai fait venir une entraîneur, même 2 entraîneurs différentes, pour arriver juste à embarquer dessus. Et autant j'arrivais à faire tout ce que je voulais aux longues graines, donc aux longues graines elle était bien, je pense qu'elle aurait été très bien en attelage, parce que j'arrivais à la faire marcher, trotter aux longues graines sans problème, tourner à droite, tourner à gauche, faire un petit slalom aux longues graines. Une selle, mais alors embarquer dessus, j'ai jamais été capable. J'ai été capable de mettre le pied gauche à l'étrier en équilibre sur le côté et puis qu'elle marche comme ça 3 foulées, mais c'est tout. Et là j'ai jeté l'éponge parce que 60 ans passés, je trouve ça beaucoup plus difficile. J'ai pas la souplesse que j'avais avant, c'est-à-dire avec Élisée, il aurait fallu que je sois capable d'être en équilibre d'un côté avant de pouvoir passer la jambe dessus. Une fois j'ai essayé, mais elle m'a fait la pire chute de mon existence. Elle m'a fait un rodéo pas possible et j'ai été jetée au sol, mais violemment. Et j'aurais eu ne serait-ce que 10 ou 15 ans de moins, j'aurais persisté. Mais là j'ai dit non, c'est pas la peine, elle est clairement trop forte pour moi. Et puis même si Rome l'avait dit, il m'avait dit t'as plus 20 ans. Alors j'ai écouté la voix de la raison. Et puis, mais par contre il était hors de question de vendre Élisée à n'importe qui. Donc j'ai passé un accord avec l'éleveur. Parce qu'il m'avait dit si jamais ça ne fonctionne pas avec Élisée, prévenez-moi, je vais la garder comme jument poulinière. Et donc il l'a récupérée. Et elle va être jument poulinière, donc il va le mettre sur le programme de reproduction l'année prochaine, c'est-à-dire pour ses 5 ans, pour qu'elle puisse pouliner après pour ses 6 ans. Voilà, donc je pense qu'elle va se faire une belle vie de poulinière avec ses sœurs et ses cousines, juments canadiennes. Mais c'est un beau rêve auquel j'ai été poussée à renoncer. Donc c'est fait que maintenant on a juste Padawan. Mais il nous suffit, puis on espère quand même à un moment donné avoir un 2e cheval, mais il faudrait un Padawan bis, ça serait parfait. Donc voilà.
l'écurie est-il où? Est-il en pâturage ou en box? Bah, il est en pension à l'écurie Gilles Martel, il est en pension extérieure, il dort dehors 24 heures sur 24. L'abri fait face à l'écurie, ce qui fait que ça fait comme un couloir l'hiver où il n'y a pas de vent entre l'écurie et l'abri. Et l'hiver, en cas de tempête de neige, les chevaux sont tous regroupés dans cette partie-là, donc il n'y a pas de problème. Puis il a un poil d'hiver comme un gros nounours là, donc il n'y a pas de souci. Il a déjà été en boxe. Quand on l'avait avec nous en Estrie, il dormait en boxe l'hiver, mais c'était très différent parce que l'enclos était vraiment en plein vent. Hein, donc, ou alors il aurait fallu qu'on construise l'abri dans l'autre sens, je sais pas. Mais toujours est-il qu'à l'époque, quand il fallait rentrer les chevaux l'hiver, on ouvrait juste la porte de l'écurie, puis les chevaux rentraient tout seuls, chacun dans leur box, donc ils connaissaient. Mais là, actuellement, c'est parfait pour lui. Il est dehors, il a tout l'espace dont il a besoin. Il est avec ses copains. Actuellement, ils sont 5 chevaux. Je sais que l'hiver, il est arrivé qu'ils soient 6, 7 chevaux. Ils ont été maximum 8. Mais bon, 5-6 chevaux, c'est parfait. C'est un petit groupe. C'est pas une vie de troupeau. C'est impeccable. Donc voilà. Qu'est-ce que ton poilu t'apporte? Et a-t-il changé des choses dans ta vie? Et en sous-question, le fait qu'il soit sous ta responsabilité doit avoir un impact sur ton organisation de vie. Alors, il m'apporte de la sérénité. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai eu besoin d'avoir un contact avec les chevaux. Ne serait-ce que de sortir en extérieur. Moi, mon truc, c'est pas le manège, c'est pas le saut d'obstacle. Même si, à un moment donné, j'ai adoré le saut d'obstacle, j'ai fait quelques petites compétitions amateurs. J'ai adoré ça. J'ai adoré les obstacles naturels, le cross. J'en ai fait un petit peu aussi. Mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est l'équitation d'extérieur. Et à un moment donné, il y a eu des périodes dans ma vie où j'ai pas monté pendant quelques années, mais ça n'a pas été très long, heureusement. Ça me manquait énormément. C'est-à-dire que je ressens le besoin d'aller en forêt avec mon cheval. On est en communication d'esprit à esprit. Et il m'apporte de la sérénité. Et la suite de la question, c'était qu'est-ce que... Le fait qu'il soit sous ta... le fait qu'il soit... Voilà, c'est ça. Ouais, disons que l'hiver, je vais le voir 4 fois par semaine. Et l'été, 6 fois par semaine. Ce qui fait une moyenne de 5 fois par semaine, grosso modo. C'est sûr que l'hiver, des fois, je vais le voir et il m'est arrivé de même pas le sortir de l'enclos parce que il y avait de la glace à l'entrée de l'enclos, mais d'aller le voir, de gratouiller, voir si tout va bien, voilà. Des fois, je vais pas le monter, comme là aujourd'hui, il fait très chaud, donc ça va être juste d'aller le doucher et puis de s'assurer que tout va bien. Mais voilà, c'est sûr que d'avoir un cheval, ça oblige à être toujours présent pour lui. Hein, il n'est pas question de partir en voyage ou d'aller en vacances sous les tropiques. Bon, ça serait possible dans le sens où il est en pension extérieure, mais non, ça m'intéresse pas. L'idée, c'est d'être avec Padawan et puis de m'occuper de lui et puis d'avoir une responsabilité, quoi. Voilà. Comment tu t'en occupes? Combien de fois par semaine? Et quelle est la routine avec lui? La routine avec lui, alors, je me suis aperçue qu'il avait un goût immodéré pour les blocs de sel. C'est-à-dire que l'écurie, il va toujours se jeter sur le box du petit poney qui est à côté, la puce, pour aller lécher sa pierre à sel. J'ai dit, bon, ça suffit. Donc, je vais acheter une grosse pierre à sel, et puis dès que je le sors de son enclos,
je le laisse lécher la pierre à sel un petit moment avant de le préparer. Et avant ça, quand je vais dans l'enclos, je l'appelle, puis il arrive direct, et puis j'ai pris l'habitude de lui donner une petite carotte en allant le chercher. Mais même sans la carotte, il arrive. Hein, donc voilà. Ensuite, je le sors de l'enclos, je lui donne sa pierre à sel. En fait, je le brosse et je lui fais les pieds en même temps qu'il lèche le sel, donc il est en liberté. Et puis à un moment donné, je lui dis bon voilà, ça suffit. Donc je le mets sur les chaînes c'est plus simple pour qu'il ne bouge pas, pour lui mettre la selle sur le dos, le préparer. Et puis après, je vais le monter. Des fois, il m'arrive de le longer simplement. Mais j'avoue qu'en ce moment, je le monte direct parce qu'il aime bien aussi aller en sortie, quoi. Donc on se fait une balade et puis au retour, je lui donne son grain, il mange de l'orge. Je lui donne pas de moulé avec des trucs fancy là, de sel minéraux et machin. Il a son sel à l'avance, puis il a son orge, qui est l'alimentation vraiment la plus naturelle. Moi je fais ça à la française, hein. En France, l'alimentation traditionnelle du cheval, c'est le foin, la paille, on en fait manger de la paille de blé, l'orge ou l'avoine, mais l'avoine échauffe vraiment trop le sang, donc ça les rend un peu trop speed, donc je ne lui donne pas d'avoine. Orge, pas d'avoine pour padawan, ça c'est le mauvais jeu de mots, et puis du sel. Hein, donc moi j'ai gardé cette habitude-là. J'aime pas trop les granulés. Moi je me suis aperçue que ça manque un peu de romantisme, ce que je vais dire, mais les chevaux qui mangent les granulés, ils sont tout le temps en train de péter. Donc j'ai l'impression que c'est plus difficile à digérer. Et puis c'est pas un cheval de compétition, donc il n'a pas de besoin particulier pour faire du saut d'obstacle ou des choses comme ça. Donc juste de l'orge et puis c'est tout. Par contre, ce qu'il n'y a pas ici au Québec, c'est que comme il n'y a pas tellement de paille de blé, on ne peut pas leur donner de paille, c'est un petit peu dommage. Mais donc il a du foin et de l'orge, voilà, c'est son alimentation, plus l'herbe en été. Est-ce que ça t'arrive de monter de nuit? Si oui, et est-ce pour une occasion spéciale? Pour les nuits de la pleine lune. Donc j'irais bien le faire en été aussi, mais comme la nuit tombe plus tard et puis il y a des mouches, j'ai pas eu l'occasion de le faire en été, mais ça viendra peut-être. Mais en hiver, chaque nuit de la pleine lune, on se fait une randonnée avec les filles de l'écurie. Donc c'est très spécial parce qu'on y va avec les lampes frontales. Et puis la lune éclaire la neige, donc on voit très très bien. Et puis Padawan, il n'a pas peur du tout, surtout si on y va avec sa copine Magic. Arrives-tu à comprendre son comportement, à les décoder et arriver à entrer en communication mutuellement? Ouais, des fois on discute tous les deux. Quand je suis en balade avec lui, je lui dis tiens, il y a des mouches, tiens, il y a un papillon, etc. Je lui raconte, hein. Puis il me parle aussi parce qu'il vocalise énormément. Nous, on est bon, Et hein. puis des fois je lui dis tiens, il y a des mouches, hein. C'est ce que ça m'est arrivé il y a 2-3 jours. Et puis il me répond en même temps. Il me fait du padou, il parle. Et je comprends très bien ce qu'il veut faire, où il veut aller, etc. Puis on discute tous les deux pour choisir la direction à prendre. Merci. Trouves-tu que les méthodes d'entraînement ont changé au cours de ces dernières années? Je ne sais pas si c'est les méthodes d'entraînement qui ont changé au cours de ces dernières années ou le simple fait que maintenant je monte au Québec alors qu'avant je montais en France. Quand je suis arrivée au Québec, j'ai découvert l'équitation western et des cavaliers western qui entraînaient leurs chevaux en liberté. Avant ça, je n'avais jamais vu longer un cheval en liberté. Je ne savais même pas que ça existait.
Donc ça c'est quelque chose de nouveau pour moi qui vient d'équitation western, le fait de longer les chevaux en liberté. Donc après j'ai appris ça, longer un cheval en liberté. Et puis effectivement, je sais pas si en France ça a beaucoup évolué, je sais que ça a évolué, mais j'ai l'impression que ça a évolué moins rapidement qu'ici. Donc j'ai découvert qu'on pouvait monter aussi sans bride, sans mors, sans cravache ni éperon. Voilà. Moi avant je montais avec, surtout j'ai fait du dressage classique, et le dressage classique c'est la bride complète, c'est-à-dire un mors de filet plus un mors de bride, double renne, mais le cheval il a deux rennes, deux morts dans la bouche. Ce qui ne veut pas dire qu'on lui tire dessus, c'est pas parce qu'il a deux morts qu'on a une main forte, hein. J'avais une main très légère quand même, hein. Faut pas non plus penser que c'est brutaliser le cheval, hein. Non, non, c'était pas ça. Mais quand même, demander une finesse au millimètre près, baisser la tête, tout ça. J'utilisais le stick, hein, donc la cravache de dressage des fois pour avoir une petite action derrière la jambe pour renforcer l'action de jambe. Les éperons, c'était pas pour lui rentrer dans les flancs, mais c'était justement pour demander un petit peu plus de précision. Des fois, il suffit de lever un tout petit peu le talon pour décaler le cheval, donc lui faire du travail de dressage sur deux pistes, à savoir avancer un peu en diagonale. Donc voilà la façon dont je montais toujours avec une cravache. Et là, la cravache, c'est pas parce que je l'utilisais avec violence, c'était surtout parce que je faisais des balades en France où des fois on allait croiser des chiens. Même je me souviens d'avoir croisé un camp de gitans où il y avait des pitbulls en liberté, donc j'avais ma cravache au cas où j'aurais rencontrer un pitbull pour lui faire peur avec ma cravache, donc c'était pour éloigner les chiens à la limite. Mais voilà, donc j'avais des façons de monter qui n'étaient pas violentes, mais qui impliquaient la cravache et les éperons. Et puis ici, déjà on est sur des sentiers de randonnée où il n'y a que des chevaux, il n'y a pas de promeneurs, il n'y a pas de chiens, il n'y a pas de vélo, donc il n'y a pas, à part un chevreuil qui va traverser la route, il n'y a pas de simulation autre, donc j'ai pas besoin de cravache, ce qui fait que j'ai complètement laissé tomber la cravache. Les éperons, j'ai pas besoin non plus, donc voilà. J'ai toujours monté reine mi-longue, là à plus forte raison, encore plus reine mi-longue que jamais. Donc je monte avec encore plus de légèreté qu'avant. Et je me rends compte que c'est ça dont les chevaux ont besoin, parce que leur tirer sur la bouche... D'abord, il y a un vieil adage de l'équitation qui dit « main sans jambe, jambe sans main », c'est-à-dire on va pas faire intervenir les mains et les jambes en même temps, ça veut rien dire. Hein, on va pas faire accélérateur-frein en même temps, freiner le cheval et lui donner les jambes en même temps. Faut vraiment avoir le plus de légèreté possible. Hein. Alors oui, c'est nouveau, mais moi je maintiens quand même que l'équitation française du XVIIIe siècle, c'était ça aussi. C'était monter avec le plus de légèreté possible. Et après, ça a été déformé par certains cavaliers militaires en particulier qui montaient avec force, qui voulaient dresser leurs chevaux par la violence. Ça marchait pas. L'équitation classique à la française, c'est l'équitation de la légèreté. Et j'ai retrouvé un parallèle avec l'équitation éthologique, notamment Parelli, et puis plus récemment Andy Booth, qui monte les chevaux en liberté. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Et puis on fait beaucoup plus attention aux besoins du cheval. Pour moi, l'idéal, ça serait d'avoir des chevaux en paddock paradise, c'est-à-dire que ils ont des chemins, enfin ils vivent en liberté, puis on va leur faire des petits parcours
des stimulations pour les pousser à les manger dans des filets à foin pour qu'ils ne mangent pas trop d'un coup, pour se diriger d'un paddock à l'autre, toujours en liberté. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien, quoi. Donc voilà. Montes-tu en classique ou en western, ou les deux mon général? Quel type d'entraînement fais-tu? Et où? Et en sous-question, est-ce que tu as déjà fait appel à une entraîneur ou un entraîneur d'équitation? Et pour quelle raison? Alors, à la base, je monte classique. J'ai été amenée à monter avec une selle australienne. Parce que Padawan n'a pas de garrot et puis une selle classique sur lui ça tourne. Donc j'ai trouvé que la selle australienne c'était pas mal parce que c'est l'intermédiaire entre classique et western, à savoir qu'on est un petit peu plus en arrière sur la selle que sur une selle classique, mais pas tant en arrière que sur une selle western, c'est un peu intermédiaire. Donc après, je sais pas si je monte classique ou western, c'est un peu entre les deux. Voilà. Je monte classique. J'ai le style classique sur une selle australienne avec les rênes mi-longues. Voilà. Montes-tu seul ou avec d'autres cavaliers? Et quel est votre type de balade, ou ton type de balade? Et en sous-question, les 3 allures, tu dois faire ça les doigts dans le nez. Hein. Alors, les deux. Quand je monte toute seule, j'en profite pour faire des grandes balades, surtout en été où on a accès à beaucoup plus de sentiers qu'en hiver. Et dans ce cas-là, c'est aux 3 allures. Ça dépend de la météo, bien sûr. Donc quand il fait chaud, je vais faire des petites séances de galop à l'ombre et puis du pas en plein soleil. Mais disons que ma façon de monter est plus sportive quand je suis toute seule. Quand on est en balade, d'abord ça dépend des chevaux avec qui on est. Avec Pico, c'est que du pas, donc on fait que du pas. Ce qui me convient aussi, hein, c'est tranquille. Avec Magic et Shelby, c'est tranquille aussi, mais on fait quand même les 3 allures, pas trop galop. Avec Daisy, on se fait aussi les 3 allures, pas trop galop. Là en ce moment, il y a Cachou qui est en éducation, donc on a fait que du pas avec. Mais c'est vrai que quand on monte à plusieurs, on est souvent que au pas. Hein, parce qu'au moins on est sûr des réactions des chevaux entre eux. Des fois il y en a un qui va faire l'imbécile, donc au pas, tranquille, quand on est à plusieurs. Donc voilà. Ton cheval est-il pieds nus ou ferré? Et c'est tous les combien de temps qu'il doit avoir une pédicure avec un maréchal ferrant ou un pareur ou une pareuse? Alors, Padawan est pieds nus, et puis il a sa pédicure manucure toutes les 8 semaines environ. Ça dépend des chevaux aussi. Un cheval ferré, ça va être toutes les 6 semaines, où il faudra lui le parer et puis lui changer ses fers. Et puis un cheval pieds nus, 8 semaines à peu près. A-t-il des bottes? Si oui, quel type? Et est-ce qu'il les porte tout le temps ou juste à certaines périodes de l'année? Alors Padawan a des bottes, il les porte que l'hiver, parce qu'il m'a clairement fait comprendre, arrivé au printemps, qu'il ne voulait plus les mettre. Il m'a mis un coup de nez dessus quand j'essayais de lui mettre, il ne voulait pas. Alors que l'hiver, quand je lui mets, il avance son pied, il n'y a pas de problème. Donc il m'explique très bien ce qu'il veut. Il a des bottes Cavallo, les plus grandes tailles possibles avant de passer au format cheval de trait. Et il a des crampons vissés dessus en permanence. Au départ, je pensais lui mettre
une paire de bottes sans crampons l'été, puis une paire de bottes avec crampons l'hiver, mais comme il veut pas les mettre l'été, bah, il les met que l'hiver, et puis je trouve que c'est une sécurité, parce qu'il peut y avoir des plaques de glace sous la neige que je ne vois pas, donc au moins ça évite qu'il fasse du patinage artistique en hiver. Polka, le labernois femelle qui partage ta vie, a-t-elle déjà été dans une écurie? Donc, est-ce qu'elle connaît les chevaux? Si oui, dans quelles circonstances? Et enfin, est-ce que chien et chevaux vont-ils ensemble? Alors, Polka connaît les chevaux depuis son plus jeune âge, parce que quand on est allé la chercher dans sa famille d'origine, avec sa maman et puis tous ses petits frères et sœurs, on l'a amené directement à l'écurie. Et puis là, comme on avait donné une carotte à Padawan et à Kyo, bah, elle a voulu une carotte aussi. Donc à 8 semaines, elle a attaqué les carottes et puis elle adore les carottes. Donc moi personnellement je trouve que les chevaux et les chiens font bon ménage. J'ai toujours monté avec mon chien qui me suivait. Avant c'était Oriane, après ça a été Chewbacca et puis Polka. Polka a été éduquée toute petite par Kyo, à savoir que elle devait avoir 3 mois, puis elle était trop près des pieds de Kyo. Kyo lui a donné un coup de pied en l'air, mais sans la toucher, juste pour lui montrer que il fallait pas approcher plus près, puis elle a tout de suite compris. Donc j'ai fait plein de balades avec Kyo et Kyo ou Padawan plus Polka et Chewbacca à l'époque, pas de problème. Mais là il faut reconnaître qu'au club des cavaliers de Sainte-Catherine, comme il y a beaucoup de chevaux, beaucoup de cavaliers, à la base les chiens sont interdits, ce qui fait que je ne l'emmène plus en balade, mais c'est plus simple parce qu'on ne connaît pas la réaction des autres cavaliers. Donc si on avait des chiens en liberté, là, des fois on peut croiser certains jours 10 à 15 cavaliers. Si on avait 10 à 15 chiens en même temps, ça serait un petit peu plus difficile à gérer. Donc je ne l'emmène plus en promenade, à mon grand désespoir, mais bon, il faut reconnaître que c'est plus facile comme ça. Comment es-tu en venu à faire de l'équitation, hasard ou but précis d'une vie? J'ai commencé, mon père montait à cheval, il était boulanger, et puis au lieu de faire la sieste, il allait monter à cheval en début d'après-midi. Donc moi je le voyais à cheval, j'avais envie. Alors j'ai commencé à monter à cheval à 8 ans, mais j'avais très peur, mais vraiment une peur bleue des chevaux, une panique, fait que j'ai arrêté. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas encore la mode des poneys qui est arrivée plus tard, où les enfants commençaient à poney, donc c'était plus à leur taille. Moi c'était des pur sang. Donc à 8 ans debout sur des pur sang, là, c'était quand même un petit peu difficile, donc j'ai arrêté. Puis j'ai repris plus tard à 13 ans et demi. Et puis j'ai toute ma vie été passionnée à la fois par la peinture et par les chevaux. Je suis devenue artiste peintre professionnelle avec les chevaux en loisir. Maintenant, ça sera à refaire. Je choisirai une carrière avec les chevaux et la peinture en loisir, parce que je trouve que le rapport à la nature avec les chevaux est essentiel, surtout dans une planète là qui souffre beaucoup de ce que l'être humain lui inflige. Je trouve que c'est important et ça serait à refaire. J'irai direct en Alberta ou dans le Montana pour vivre avec les chevaux. Voilà. Donc tu as déjà répondu par rapport au fait que tu étais artiste peintre. Donc tu es artiste peintre et professeur de dessin et de peinture. Donc tu dois savoir dessiner et peindre les chevaux, n'est-ce pas? Et en sous-question, est-ce que tu auras des œuvres à nous montrer?
Oui, alors j'ai fait un dessin au crayon de couleur d'Okyo quand elle est en train de trotter à l'amble. J'ai fait une peinture acrylique d'Okyo aussi. Padawan, je l'ai dessiné plusieurs fois au crayon de couleur. J'ai fait 1, 2, 3 peintures à l'huile de Padawan. Voilà, et puis sinon j'ai fait plein de peintures de chevaux, peinture à l'huile. Voilà. Adieu Padawan, notre cheval Jedi. Et oui, cette fois-ci, c'est le départ. Pour de bon, sans deuxième aller-retour. C'est mieux pour toi, surtout pour Isa, qui pourtant aura tout fait pour faire de toi un fier destrier. Mais il vaut mieux, à un moment, faire une séparation à l'amiable, qui tombe à point pour la préserver. Tu es trop fort pour elle, surtout au sol. Et continuer ta vie de cheval entre d'autres bonnes mains, plus expertes pour refaire toute ton éducation équine et canaliser ton fort caractère, un caractère de cochon. Parfois imprévisible, impétueux et sauvage. C'est ainsi la vie, car on ne sait jamais ce qui va arriver le lendemain. Tu t'en vas et Lisbeth revient, qui était partie pour que tu reviennes, a fait aussi un aller-retour qui aurait pu le prévoir, même pas le plus grand des scénaristes. Mais t'en fais pas mon cheval, tu auras toujours une place dans notre cœur. Pour les beaux moments passés ensemble, depuis 2011 ça en fait du chemin. Et surtout ton retour en 2024, après un départ en 2018, aura permis à Isa de traverser un moment difficile et cruel de la vie. Alors heureuse, va-t'en. Et ici, Bella aura une nouvelle amie pour de belles randonnées ensemble, dans la forêt boréale ou le long des champs, en regardant les chevreuils gambader ou les oies s'envoler. Merci encore, Padou, et bon voyage pour un bel avenir. Adieu.
Magic est apparu dans ma vie en 2014, donc ça fait 10 ans que je suis propriétaire de Magic. Son vrai nom,